Moi qui ne suis plus candidat à rien, j'ose le dire maintenant, les peuples pour ce qu'ils méritent. Et il faudrait peut-être que le peuple français s'interroge sur ses propres contradictions. On a aujourd'hui un président des États-Unis qui est un prédateur. Il dit « cette portion de la planète m'intéresse, je l'achète ». Mesdames et messieurs, bienvenue. Quel plaisir de vous accueillir et de vous retrouver si nombreux aujourd'hui pour cette conférence. Je tiens à exprimer ma grande joie de vous recevoir au sein de notre école HEIP à l'initiative de notre association diplomatique, politique et culturelle Teatrum Mundi. Monsieur le Premier ministre, votre présence parmi nous est un honneur et elle donne à cet événement une portée toute particulière. Résumons en quelques mots votre parcours. Présenter Monsieur Alain Juppé, c'est évoquer plusieurs décennies de choix politiques et diplomatiques qui ont façonné la France. C'est aussi rappeler une certaine idée de l'État et de l'engagement. Vous avez bien sûr été Premier ministre, si vous avez été porte-parole du gouvernement, ministre délégué au budget, ministre des Affaires étrangères et européennes à 2 reprises, ministre de l'écologie et ministre de la Défense et des anciens combattants. Votre parcours a aussi été marqué par des victoires municipales, les victoires électorales du Grand Chelem à Paris, directeur des finances de la mairie de Paris. Vous avez ensuite été maire de Bordeaux, une fonction que vous avez exercée avec constance pendant plus de 25 ans. Votre engagement parlementaire est tout aussi dense, député européen, député de Paris, puis député de la Gironde. Enfin, vous avez également occupé des fonctions centrales au sein des partis de gouvernement en tant que président du RPR, puis de l'UMP. Et aujourd'hui, vous siégez au Conseil constitutionnel, poursuivant votre engagement au service des institutions de la République. Ainsi, la politique n'ayant plus de secret pour vous, comment orienter notre échange ? Récemment, votre plume tourne ses questionnements et propositions de solutions vers l'international. Ainsi, il est important de parler de votre nouvel ouvrage, L'heure du choix, dont nous organiserons une séance de dédicace en aval de cette conférence. Vous émettez de nombreuses propositions autour de certains grands sujets qui traversent votre réflexion et votre parcours, le poids des choix dans un contexte international trouble. À ce titre, nous souhaitons porter ce soir une attention particulière aux enjeux européens et internationaux sur lesquels vous êtes venus à vous interroger. Votre expérience nous offre une perspective précieuse pour nous aider à éclairer ces interrogations, afin que nous, Français, membres de l'Union européenne, puissions trouver notre voie. Ceci étant dit, Monsieur le Premier ministre, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes honorés de vous accueillir et impatients de vous entendre. Avant de céder la parole à notre président exécutif d'Omnes Éducation, il est important d'adresser des remerciements sincères et tout particuliers à certaines personnes. À notre école, HEIP, avec qui nous organisons cette conférence, notre école et à ceux qui la font vivre, administration, enseignants et associations, un très grand merci. Et bien sûr, si cet événement est possible aujourd'hui, c'est grâce à toute l'équipe de Teatrum Mundi, une association qui se distingue dans le milieu étudiant parisien par son ambition intellectuelle, sa rigueur et sa volonté de créer des espaces de dialogue exigeants. Teatrum Mundi, c'est la conviction que la politique, la diplomatie et la culture ne se comprennent pleinement qu'à travers l'échange, le débat et la confrontation des idées, en écho avec la devise de notre école, penser, débattre, agir. Je ne peux que m'estimer incroyablement fier d'animer une équipe aussi talentueuse, professionnelle et motivée. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Teatrum Mundi. Mesdames et messieurs, bonne conférence. Monsieur le Premier ministre, cher Alain Juppé, Monsieur le directeur de HEIP, Mesdames et Messieurs les enseignants, chères étudiantes, chers étudiants. Il est des hommes dont le parcours se confond avec l'histoire d'une nation et dont la parole, rare et exigeante, agit comme une boussole quand l'horizon s'obscurcit. C'est précisément ce sentiment qui nous anime aujourd'hui. Recevoir Alain Juppé sur le campus parisien d'Omnes Éducation, et plus particulièrement ici, à HEIP, c'est une rencontre de sens. Celle-ci fait évidemment pleinement écho à la mission de notre groupe Omnes Éducation et de ses 15 écoles présentes en France et en Europe, former chaque année près de 40 000 étudiants
et les préparer, à les connecter à nos 15 000 entreprises partenaires. Notre mission, c'est mettre à leur service l'excellence académique alliée à la formation professionnalisante pour bien sûr leur réussite, leur employabilité, mais sans oublier l'engagement citoyen. Il nous appartient en effet de donner à nos étudiants les clés de lecture et de compréhension d'écosystèmes multilatéraux au sein desquels ils devront construire les solutions de demain dont ont besoin les entreprises et les organisations internationales. Depuis plus d'un siècle, HEIP forme ceux qui analysent le monde pour mieux le transformer. En vous accueillant, Monsieur le Premier ministre, nous accueillons l'incarnation même de cette ambition, celle d'une vie dédiée à l'État, à la cité et à la transmission. On a souvent parlé du style Juppé. Derrière la formule, il y a une réalité que nos étudiants étudient chaque jour, la rigueur de l'analyse, le refus du slogan simpliste et cette grammaire du pouvoir qui préfère la nuance du dossier à la violence du tweet. Votre dernier ouvrage, L'heure du choix, n'est pas qu'un récit de souvenirs, c'est un manuel de navigation pour les temps incertains. Vous y décryptez les failles de la relation transatlantique, l'exigence d'une autonomie européenne et l'impérieuse nécessité de défendre l'état de droit. Autant de thèmes qui résonnent très lourdement, plus particulièrement ces derniers jours. J'ai vu un thème récurrent qui est aussi un sujet pour nous dans l'éducation, la réconciliation des temps. Le temps court de l'urgence contre le temps long de la vision. Vous avez connu la foudre des crises de 95, vous avez aussi sculpté le temps long en transformant Bordeaux, où notre groupe est né il y a plus de 50 ans maintenant, sous la barrière de l'INSEC. Dans nos écoles, nous vivons ce même paradoxe. Nous devons garantir l'employabilité immédiate de tous nos diplômés, tout en bâtissant une structure intellectuelle qui tiendra sur la durée d'une carrière qui est de 40 ans, nous l'espérons. Le primat, j'ai parlé de la concordance des temps, il y a aussi le primat de la permanence de la culture. Face à l'immédiateté de l'intelligence artificielle et des algorithmes, et Dieu sait que vous m'entendez régulièrement insister sur l'importance d'intégrer l'IA, vous nous rappelez que pour décider, il faut d'abord comprendre et avoir des références claires. La culture générale, ce n'est pas un luxe, c'est une armure et c'est l'outil de la liberté. Je tiens à saluer l'initiative des étudiants de Theatrum Mundi. En préparant cette rencontre, en travaillant vos textes, vous sortez de la posture de spectateur pour devenir acteur du débat. Et j'attends beaucoup de questions de votre part à notre invité. Éduquer, c'est exactement cela, préparer les jeunes générations à leur propre heure du choix. C'est leur apprendre à discerner dans le bruit, à débattre avec respect et à décider avec courage, et ce, malgré parfois le chaos ambiant. Monsieur le Premier ministre, vous avez été l'un de ces grands commis de l'État dont la rigueur a souvent servi de point fixe dans la tempête. Votre venue ici offre à nos étudiants deux cadeaux précieux. Une leçon de réalisme, car l'action publique est l'art du possible, et une leçon d'espérance, car vous rappelez que notre destin européen reste malgré tout entre nos mains. Merci, cher Alain Juppé, d'avoir accepté ce dialogue. Merci de nourrir par votre expérience l'esprit critique de celles et ceux qui demain devront à leur tour choisir pour nous tous. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée d'échange. Je laisse maintenant la parole à Richard. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les directeurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, notre époque met au défi nos disciplines, les sciences politiques et les relations internationales. Retour du rapport de force, fragmentation du multilatéralisme, guerre informationnelle, accélération technologique, fatigue démocratique. Dans ce paysage, nous voulons former des étudiants capables de maintenir ensemble trois qualités majeures: la lucidité, le pluralisme et la responsabilité de l'action. C'est un véritable enjeu pour notre école de sciences politiques. Notre triptyque, penser, débattre, agir, nous y engage. Et pour partager cet engagement, cher Alain Juppé, je vous propose trois mots: réflexion, savoir-faire, transmission. Premier mot, réflexion. Dans l'heure du choix, vous revenez à une question essentielle, la liberté. Et autour d'elle, le libéralisme, dans son acception originelle et exigeante, non pas une posture, mais une méthode, non pas une incantation, mais un art de fixer des limites au pouvoir pour rendre la liberté durable. Pour penser cela, vous convoquez Montesquieu,
auquel vous avez consacré un autre ouvrage. Montesquieu que vous qualifiez de mentor. S'il est si actuel, c'est parce que sa vision n'a pas pris une ride. Lorsque les pouvoirs se confondent, lorsque les frontières institutionnelles deviennent floues, la liberté recule, parfois sans bruit, parfois au nom même de l'efficacité. En France, nous sommes parfois tentés d'accepter une forme de confusion. L'urgence justifiait le raccourci, le rapport de force remplace la règle, et l'on finit par croire que la séparation des pouvoirs est un détail institutionnel. Montesquieu nous rappelle qu'elle est une condition politique de la liberté. Si l'on traverse l'Atlantique à l'ère de Trump, on voit combien les contre-pouvoirs peuvent être mis sous tension. Exécutif, juges, médias, normes, administration, tout ce qui, chez Montesquieu, empêche la puissance de devenir domination. Sa leçon est simple, la liberté n'est pas un sentiment, c'est une architecture politique et sociale. À cette école de la liberté, vous associez Raymond Aron, que vous présentez comme votre référence parmi les penseurs. Aron, c'est la lucidité sans la haine, l'exigence sans l'ivresse, le goût des faits sans renoncer au jugement. Et permettez-moi cette formule qui résume bien l'hygiène intellectuelle dont nous avons besoin. Nous préférons aujourd'hui avoir raison avec Aron que tort avec Sartre. Parce que notre époque est saturée de slogans et que nos étudiants doivent apprendre à résister au confort des certitudes, notamment quand ces certitudes risquent d'être totalitaires. Deuxième mot, savoir-faire. À HEIP, nous croyons que le débat public n'est pas seulement affaire d'opinion, il est aussi affaire de méthode, d'écriture, d'argumentation, bref, d'un certain métier. Savoir débattre, c'est savoir formuler ce qui engage. Nous passons donc par l'écrit. Et ici, je voudrais raconter une anecdote ancienne, fondatrice pour moi, et qui fera sourire mes étudiants, cher Alain Juppé. Lors de notre dernière rencontre à la Cité des Débats au mois de septembre, je vous ai rappelé un épisode de la campagne présidentielle de 1988. À 24 ans, j'étais le collaborateur parlementaire de Jacques Limouzy, ancien ministre et député maire de Castres, et j'étais chargé de rédiger un communiqué de presse après un meeting de Jacques Chirac, dont vous étiez le ministre du Budget. Je vous ai remis une première version, vous me l'avez rendu raturé, presque entièrement, avec 2 mots à refaire. Ma fierté en a pris un coup. Il m'a fallu un grand souffle pour dépasser la honte et recommencer. Je suis revenu avec une deuxième mouture, encore imparfaite. Vous avez corrigé, resserré le texte pour qu'il soit publiable. J'étais encore un apprenti. Ce jour-là, j'ai reçu une leçon. La concision est affaire de clarté et la précision dans le texte est une question de responsabilité. Les étudiants que j'avais en cours ce matin sont passés par cet exercice. Débattre, ce n'est pas seulement parler, c'est apprendre à produire une pensée qui tient et une parole qui répond. Troisième mot, la transmission. La liberté ne se conserve pas seulement par des institutions, elle se conserve par une culture, une méthode, une discipline et donc par la transmission. Vous l'avez incarné, Monsieur le Premier ministre, lorsque vous avez enseigné pendant votre retraite canadienne. Transmettre non seulement une expérience, mais une manière de relier la réflexion et l'action, le cadre normatif et la décision, la prudence et le courage. Votre livre le reflète. Nous avons la même ambition, former une génération capable d'agir dans un monde instable sans se laisser déformer par lui. Transmettre des repères pour ne pas confondre vitesse et précipitation, transmettre des méthodes pour distinguer l'argument du slogan, transmettre un sens de la responsabilité pour transformer le savoir en action. Je termine avec Montesquieu et Péguy. D'abord Montesquieu et sa prudence pleine de tendresse. J'aime les paysans. Ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. C'est une mise en garde contre notre époque. Nous avons parfois tant d'arguments que nous finissons par justifier l'injustifiable. Et enfin, Charles Péguy, qui croise l'histoire de notre école, grâce à Dickmé, notre fondatrice, qui l'accueillit rue de la Sorbonne avec les cahiers de la quinzaine et que vous convoquez pour conclure votre ouvrage.
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Vous allez certainement en reparler. Cher Alain Juppé, merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour cette double exigence de liberté et de méthode que vous offrez à nos étudiants. Il est temps de vous écouter. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Vous écrivez dans votre livre L'heure du choix au sujet de l'Union européenne et la France et mettez particulièrement l'accent sur les avantages marqués et trop souvent mis en sourdine de notre futur politique et sociologique. En guise d'introduction, pourquoi, selon vous, nous pouvons justement nous estimer heureux en tant que Français ainsi que membres de l'Union européenne aujourd'hui ? Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier le président, le directeur des paroles de bienvenue qu'ils ont prononcées à mon égard. J'avais complètement oublié cette anecdote. Mais bon, c'est un petit clin d'œil. Merci aussi à votre association et à Arnaud Piola de me donner cette occasion de vous rencontrer. J'aime bien ces moments d'échange avec un public dont la moyenne d'âge me change un peu de celle du Conseil constitutionnel, je veux bien le dire. Voilà. De façon peut-être un peu provocatrice dans le contexte actuel et pour répondre à votre question, je serais tenté de dire oui, nous avons la chance de vivre en France. Vous avez la chance de vivre en France. Tout simplement parce que nous vivons dans un pays dont la démocratie nous garantit le respect des droits et libertés fondamentales auxquels nous tenons. Et cette impression, ce n'est pas uniquement une impression personnelle, je me réfère à un certain nombre d'enquêtes. Tout récemment, la Croix-Lebdo en a publié une sur l'image que les Français se font de leur pays. 78% des Français sont fiers de vivre en France. Et parmi les raisons qu'ils invoquent, l'une d'entre elles me fait plaisir, 93% pensent que ce bonheur de vivre en France résulte de la beauté de ses paysages et de son patrimoine culturel. Je dis souvent qu'un des principaux atouts de notre pays, c'est la beauté, précisément. Pardon, ce n'est pas un mot politique, mais plutôt poétique. Alors, je ne veux pas être naïf. J'ai bien conscience que tout le monde ne vit pas bien en France, notamment parmi les étudiants. C'est un sujet qui est d'actualité en ce moment. Et ce qui me frappe aussi, c'est la façon dont les Français réagissent quand on leur pose ce genre de questions. Si je voulais être pédant, j'utiliserais deux mots que j'ai entendus il n'y a pas très longtemps dans la bouche d'un sondeur, l'égotropie et l'exotropie. Ce ne sont pas des maladies. L'égotropie, je me regarde moi. L'exotropie, je regarde autour de moi pour savoir comment ça se passe. Et nous sommes, de ce point de vue, dans une forme de paranoïa. J'avais constaté ça il y a bien longtemps, quand j'étais maire de Bordeaux déjà, et que je demandais aux commerçants comment ça va, la conjoncture. Et la réponse était toujours la même. Ça ne va pas, évidemment. La conjoncture est molle. Ah, mais moi je m'en tire. C'est un peu ça la réaction des Français. Globalement, cette vision pessimiste d'un pays qui partirait à volo et de notre côté, une situation personnelle qui, dans la majorité des cas, est finalement assez confortable et assez heureuse. Voilà un peu l'image que je me fais du pays aujourd'hui, sans sous-estimer toutes les raisons que nous avons d'être pris de vertige devant le chaos qui est en train de se créer, pas vraiment en France, mais en tout cas autour de nous. Et je pense que nous avons l'occasion, évidemment, de nous attarder sur ces raisons d'inquiétude et d'angoisse diffuses dans notre population et parfaitement compréhensibles. Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2026 et cette date marque l'anniversaire, tout dépend comment on le prend, des 1 an de la réinstallation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Beaucoup écrivent que dans le cas des États-Unis, pas de confiance, pas d'alliance. Selon vous, quelle était, et même encore à présent, quelle est la stratégie que l'Union européenne doit adopter par rapport à Washington? Résister, en un mot. Je parlais tout à l'heure du vertige devant le chaos du monde dans lequel nous vivons. Juste une petite référence historique. Je me reporte parfois quelques années en arrière, au mois de novembre 1989.
J'étais à Berlin ce soir-là, il faisait un froid de gueux. J'étais avec quelques copains, on était au pied du mur et nous avions rencontré une famille allemande, le père, la mère et les enfants. Ils avaient un petit marteau, ils cassaient des morceaux du mur. Le mur de Berlin, le mur de la honte, était en train de s'effondrer. Et dans la foulée, Francis Fukuyama écrivait la fin de l'histoire, la victoire définitive de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Alain Minck écrivait la mondialisation heureuse, le libre-échange était à la mode, le GATT allait se transformer en organisation mondiale du commerce et tous les pays diminuaient leur budget militaire pour toucher les dividendes de la paix. C'était il y a 30 ans, à peine. Aujourd'hui, le spectacle que nous donne le monde est évidemment radicalement différent. Vous me parliez de M. Trump. Comme je n'ai pas l'intention de remettre les pieds aux États-Unis tant qu'il sera président, je vais me lâcher un peu pour dire ce que je pense de ce personnage qui me paraît à la limite de la santé mentale. Sa dernière initiative laisse pantois. Il crée un conseil de la paix dont il s'autoproclame le président. Il en recrute les membres, là aussi, à sa volonté, avec un ticket d'entrée qui est d'1 milliard de dollars. Et il prétend ainsi se substituer vraisemblablement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous assistons donc à une entreprise de démolition de l'ordre mondial et du multilatéralisme qui avait été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est donc d'une extrême gravité. Et ceci nous concerne, nous, tout particulièrement Européens, parce que nous sommes au cœur du cyclone, si je puis dire. Je ne sais pas si nous en avons bien conscience, et c'est la raison pour laquelle je parle dans mon livre de l'heure du choix, mais après nous être crus le centre du monde, nous, Européens, on disait au XVIe siècle que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire de Charles Quint, ou au XIXe qu'il ne se couchait jamais sur l'empire de la reine Victoria. Louis XIV, au XVIIe, la France était puissance dominante en Europe aussi. C'est fini. Nous ne sommes plus le centre du monde, et même tout au contraire, nous sommes devenus la cible de toutes les attaques qui se concentrent sur nous. À l'Est, Poutine dénonce la décadence de l'Occident et il a un objectif très clair qui est la dislocation de l'Union européenne, soit par la force, soit par la propagande et les cyberattaques auxquelles il se livre très méthodiquement. À l'Ouest, nous ne pouvons plus compter sur un allié fiable à partir du moment où le président Trump laisse planer le doute sur la mise en jeu de ce fameux article 5 du traité de l'Alliance, qui est un traité de solidarité mutuelle. Si l'un des États est attaqué, les autres viennent à son aide. Il n'y a plus de confiance, vous l'avez dit vous-même, il n'y a plus d'alliance, veux-je dire. Pas de confiance, pas d'alliance. Et on voit bien aujourd'hui qu'il partage l'objectif de Poutine, d'une certaine manière, de disloquer l'Union européenne, parce que l'Union européenne le gêne. J'y reviendrai peut-être, parce qu'elle est quand même, d'une manière ou d'une autre, malgré toutes ses faiblesses, une puissance. Et puis je ne voudrais pas oublier les attaques qui viennent du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, cet agglomérat de pays qui n'ont pas grand-chose en commun les uns avec les autres, sauf la détestation qui voue aux anciennes puissances coloniales. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est ce que j'ai résumé par ma formule l'heure du choix. Ou bien on se couche, et je ne sais pas ce qu'on va faire. Il y a un point d'interrogation. Se coucher, c'est accepter une forme de vassalité. Après tout, on peut être heureux comme vassal des grands empires qui nous entourent. Le président italien, qui est un vieux sage, M. Mattarella, a utilisé une formule pour la conjurer, qui est celle de vassalité heureuse. On peut être heureux dans la vassalité un certain temps. Ça ne durera peut-être pas. L'autre solution, c'est de s'affirmer comme une puissance sur la scène mondiale, de revendiquer notre indépendance d'Européens. C'est pour ça que j'ai eu peut-être l'audace ou l'imprudence d'écrire une déclaration d'indépendance des Européens dans mon petit ouvrage que j'ai publié au mois de septembre dernier. J'avais essayé d'aller voir la déclaration d'indépendance des Américains en 1776, je crois, ou 1777. J'avais renoncé à m'en inspirer parce que c'était une longue diatribe contre le roi d'Angleterre. Donc ce n'est pas très utile pour la transposer dans le langage actuel. Si, peut-être c'est le maître de Washington. Voilà, donc
l'indépendance des Européens, mais il n'y a pas d'indépendance en puissance. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de construire véritablement une puissance européenne qui compte sur la scène mondiale, une puissance de paix, une puissance qui ne veut de mal à personne, mais une puissance qui cherche à se donner les moyens de faire respecter ses intérêts. On y reviendra peut-être. La puissance, c'est la puissance économique. Nous avons décroché dans certains domaines, mais nous gardons des atouts. Le rapport Draghi les met en évidence. C'est la puissance militaire. Et là, une prise de conscience est en train de se produire en Europe qui convainc un grand nombre de nos partenaires qu'on ne peut plus s'en remettre au parapluie américain pour assurer notre sécurité. Et puis la puissance morale, c'est-à-dire aussi l'attachement à nos principes, la fierté de nos valeurs, le rappel que l'Europe, ça n'est pas simplement un marché, c'est aussi une charte des droits fondamentaux qui soude ce que nous avons en commun et ce que nous avons à apporter aussi autour de nous. Voilà ce qu'est l'heure du choix pour les Européens. Je vous ai dit que je m'interrogeais sur les chances de réussir. Nous avons des signaux positifs et des signaux négatifs. Signaux positifs en particulier dans le domaine militaire où un certain nombre de pays européens, en tout cas ceux qui comptent en la matière, ont décidé de renoncer à ce que j'avais appelé tout à l'heure la perception des dividendes de la paix et la réduction des budgets militaires pour développer fortement ces budgets. C'est la Pologne, c'est l'Allemagne, c'est la France, si elle a demain un budget et si la loi de programmation militaire peut être mise en œuvre, et un certain nombre d'autres pays. Donc cette prise de conscience, elle est en cours, elle a lieu, et elle va nous permettre effectivement d'assurer nous-mêmes notre sécurité. En sens inverse, il y a des signaux moins encourageants. Parce que le verre est un peu dans le fruit en Europe et qu'un certain nombre de nos partenaires ne partagent pas cette volonté d'affirmer une indépendance sur la scène mondiale. Je ne les citerai pas, vous les avez tous en mémoire. Et comme l'Europe, c'est 27 qui décident sur les grandes affaires à l'unanimité, ça explique la lenteur, la difficulté et parfois l'incapacité de l'Europe à prendre des décisions. On en a apporté quelques exemples il n'y a pas très longtemps. La façon dont la présidente de la Commission a accepté un accord commercial inacceptable pour récemment en est une démonstration. Je pourrais aussi déborder du cadre de l'Union européenne et évoquer la position du secrétaire général de l'OTAN face au président Trump. On dit qu'il l'appelait Daddy. Pas si c'est vrai. Enfin, ça serait assez révélateur de la mentalité qui anime un certain nombre de nos responsables. L'oncle Sam est toujours le patron. Donc voilà, est-ce que nous allons sortir de cette vision des choses parce que nous ne pouvons plus compter sur cet allié comme nous avons pu le faire au cours des années passées? Est-ce que nous allons être capables de nous donner les moyens de nous affirmer sur la scène mondiale? C'est l'enjeu aujourd'hui. Nous allons voir. Afin de continuer sur le sujet outre-Atlantique, je vais partir sur le sujet du coup de Thierry Breton, qui a été sanctionné personnellement par l'administration Trump, avec une interdiction d'accès au territoire américain au motif de censure des plateformes. Quel serait le message pour nous, Européens, qu'il essaye de transmettre? Le message, c'est un message pur et simple de refus. Et peut-être pourrait-on faire la même chose vis-à-vis du vice-président Vance, qui vient nous donner des leçons de morale à Munich ou peut-être demain à Davos. Enfin bon, là, je suis un petit peu provocateur volontairement, mais ce genre de comportement est totalement inacceptable. On a aujourd'hui un président des États-Unis qui est un prédateur, qui dit « cette portion de la planète m'intéresse, je l'achète » ou « je l'occupe ». Je pense au Groenland, évidemment. Tel juge de la Cour pénale internationale ne m'intéresse pas, ne me plaît pas, pardon, parce qu'il a pris des décisions qui vont à l'encontre de ce que je souhaite, eh bien je lui retire tous ses moyens de paiement. C'est un cas réel. Monsieur Breton ne me convient pas non plus, et donc je lui interdis de pénétrer sur le territoire américain. Ce sont des comportements invraisemblables, et qui appellent de notre part des positions de refus, et le cas échéant, des mesures de rétorsion et de concurrence. Pourquoi Thierry Breton est-il dans la cible? Parce qu'il a fait un travail remarquable quand il était commissaire européen pour essayer de faire adopter et réussir à faire adopter par l'Union européenne un certain nombre de textes, de lois qui régulent
l'utilisation des plateformes numériques. Ça s'appelle le Digital Market Act, le Digital Service Act, l'AE Act, et ainsi de suite. En partant d'une idée, le numérique c'est formidable, ça va nous apporter des progrès absolument extraordinaires et dont nous n'avons pas encore vu peut-être le début du commencement, dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la gestion des entreprises, le fonctionnement des juridictions, enfin l'intelligence artificielle arrive partout et c'est heureux, mais en même temps c'est un poison épouvantable qui est capable de véhiculer, en particulier auprès de publics dont l'esprit critique est mal formé, des théories complotistes, des mensonges, et ainsi de suite. Il faut donc réguler ces plateformes. Et c'est là que nous avons un bras de fer idéologique et, soyons clairs, en même temps commercial avec l'Amérique de M. Trump. Bras de fer idéologique parce que une certaine école de pensée américaine, que je qualifierais de libertarienne, qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas apparue avec M. Trump, veut que la liberté n'a pas de limite. On peut tout dire, on peut tout faire. Aucune limite à la liberté individuelle. Ce n'est pas notre conception. Vous avez cité Montesquieu tout à l'heure. Montesquieu dit « La liberté consiste à faire ce que les lois autorisent ». C'est une définition limite. Encore faut-il que les lois soient justes. Il faut le vérifier. Et en tout cas, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 nous dit que la liberté qui est la mienne commence où s'arrête celle d'autrui. Donc il n'y a pas de liberté absolue. Le libéralisme, ce n'est pas la loi de la jungle. Et donc on ne peut pas admettre que sur les réseaux sociaux, sur Internet, circulent des messages avec des contenus terroristes, des appels à la haine, à la pédopornographie ou au terrorisme, je l'ai dit. Et c'est ça que l'Europe essaye de réguler. Ça gêne les Américains, pour une raison idéologique et aussi pour une raison de business, soyons clairs. C'est parce qu'ils veulent maintenir la primauté de leur grande plateforme sur le marché mondial. Et il faut dire que l'Europe, de ce point de vue-là, n'est pas tout à fait dans le jeu de la concurrence. Voilà cette partie aujourd'hui qui est très importante. Voilà pourquoi Thierry Breton est sanctionné. Voilà pourquoi l'Europe doit rester ferme sur sa volonté de garder la maîtrise de ces outils technologiques qui sont merveilleux et en même temps redoutables. Également, toujours à propos du sujet américain, la capture de Nicolás Maduro est considérée par beaucoup comme une violation manifeste de la charte de l'ONU, une opération unilatérale, etc. Comment, selon vous, la France et l'Union européenne, généralement, auraient dû réagir? C'est une violation. Je ne connais pas de droit international qui permette à un chef d'État d'aller capturer celui du voisin. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Alors, évidemment, dans ce cas précis, ça fera pleurer personne sur le sort de M. Maduro, qui est à l'évidence un tyran qui, dans la continuation de celui qui l'a précédé, Chavez, a réduit son peuple dans un pays qui pourrait être riche à une situation de misère tout à fait insupportable et en même temps de privation des libertés également insupportable. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle la réaction des chancelleries, comme on dit, ou des diplomaties européennes a été nuancée, parce qu'on n'allait pas voler au secours de M. Maduro. Il n'en reste pas moins que c'est une violation du droit international et qu'il faut la dénoncer de façon très claire. Tout le problème est de savoir jusqu'où on va dans ce refus. Et c'est là qu'on retrouve des difficultés au sein même de l'Union européenne. Certains de nos partenaires sont effrayés à l'idée d'une escalade vis-à-vis des Américains. Surtout, faisons preuve de retenue, ne nous engageons pas dans une partie de bras de fer que nous risquerions de perdre. Bon, c'est pas mon point de vue. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir dire non. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai puisée il n'y a pas très longtemps. Je ne sais où, ça se passe en décembre 1941. Vous voyez, c'est le temps long, hein, Monsieur le Président. Les États-Unis viennent de rentrer en guerre parce que le Japon vient d'attaquer Pearl Harbor. Or, les États-Unis et les Canadiens d'ailleurs constatent que Saint-Pierre-et-Miquelon, vous voyez où c'est ? Archipel français à proximité du continent américain, Saint-Pierre-et-Miquelon est aux mains des autorités de Vichy. Et donc les Américains se disent c'est pas possible, on va débarquer à Saint-Pierre-et-Miquelon pour remettre de l'ordre dans tout ça et placer cet archipel dit français sous autorité américaine ou canadienne. Qu'est-ce qui se passe? Le général de Gaulle est à Londres, il mobilise la flotte de la France libre. La flotte de la France libre. Ces 3 misérables corvettes, puisque l'essentiel de la flotte française a été sabordé à Mercel-Quévir. Et il envoie un amiral, l'amiral Muselier, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui débarque,
qui est accueilli par la population enthousiaste, qui organise un référendum d'autodétermination, et les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon votent à 99% pour leur attachement à la France libre. Que font les Américains? Ils s'écrasent. Voilà. De Gaulle a repris possession de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et vous voyez que le rapport de force entre la France libre et l'Amérique est assez différent de celui que peut avoir aujourd'hui l'Europe avec l'Amérique, même si nous nous sentons parfois un petit peu fragiles vis-à-vis de notre grand allié d'hier. Voilà, tout ça pour vous dire que quand on a une volonté politique, sans s'engager dans une escalade, sans prendre des mesures de rétention disproportionnées, tout en gardant la retenue nécessaire, il ne faut pas se laisser faire. Et il y a des moyens où il faut des moments où il faut dire non à des initiatives qui sont inacceptables. Ça a l'air de vous laisser pantois. Hein? Non. Pour poursuivre, vous appelez encore une fois dans votre livre L'heure du choix à un sursaut démocratique et à la défense résolue de l'état de droit. Le Conseil constitutionnel tel qu'il fonctionne aujourd'hui est-il selon vous à la hauteur de cette ambition, ou faudrait-il lui donner de nouveaux outils? Oui, nous sommes à la hauteur. Pas de problème. J'ai dit un jour, je ne sais plus, que j'aurais dû intituler mon livre « L'heure des choix ». Le premier choix, c'est celui dont nous venons de parler, c'est-à-dire le choix pour les pays européens entre la vassalité ou l'indépendance. Mais il y a un autre choix dont je parle aussi dans mon livre, c'est le choix qui s'offre à nos démocraties entre la défense de nos libertés fondamentales ou la dérive vers des régimes autoritaires qui est en train de se manifester un petit peu partout, non seulement en Europe, mais autour de nous, en dehors de l'Europe. Et c'est aussi un choix tout à fait crucial. Qu'est-ce que c'est que la démocratie, que je qualifie de libérale? Moi, je n'ai pas peur de ce mot libéralisme. Il a parfois mauvaise presse. Pour moi, le libéralisme, c'est tout simplement la philosophie de la liberté. C'est le mot de liberté qui est à l'origine du mot libéralisme. Liberté politique, liberté économique, libéralisme social aussi, bien sûr, tel que Montesquieu, en son temps, l'a déjà défini. Je crois que c'est Keynes qui disait que Montesquieu était un des plus grands économistes de l'histoire, à l'exception d'Adam Smith, ou à l'égalité d'Adam Smith. Voilà. Et il y a chez Montesquieu une pensée aussi de libéralisme à dimension sociale. Je l'exprime dans le livre que je lui ai consacré. Donc, voilà ce que c'est pour moi le libéralisme, c'est la philosophie de la liberté, et la démocratie nous garantit le respect de nos droits et libertés fondamentales. Comment? Pas par l'opération du Saint-Esprit, si je puis dire, par l'état de droit et par la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? C'est une organisation des pouvoirs publics qui repose sur la séparation des pouvoirs. Pourquoi? Jusqu'en 1789, j'évoquais tout à l'heure la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le même homme qui fait la loi, qui dirige le gouvernement et qui rend la justice. Ça s'appelle le monarque absolu. Et les Lumières, les philosophes des Lumières se sont battus contre cette conception en disant non, il faut séparer le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. Et c'est un des fondements même de la démocratie libérale. C'est un principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dans notre Constitution. Et c'est la raison pour laquelle l'indépendance de l'autorité judiciaire en particulier est aujourd'hui un enjeu majeur, j'y reviendrai. Et puis, le deuxième fondement de la démocratie libérale, c'est la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que toutes les normes ne se valent pas. Au sommet, il y a la Constitution. En dessous, il y a des lois. En dessous, il y a des actes réglementaires. Et à chaque niveau, il y a un système de contrôle pour s'assurer que les actes réglementaires, c'est-à-dire les décrets pris par le pouvoir exécutif, respectent la loi. C'est le Conseil d'État, pour l'essentiel, qui se charge de ce travail. Et ensuite, vérifier que la loi respecte bien la Constitution, qui est la loi des lois, et c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Voilà quelle est l'architecture que nous avons construite et qui dérange, évidemment, tous les régimes qui dérivent vers l'autoritarisme, pour ne pas dire vers la dictature. On commence immédiatement à s'attaquer à l'autorité judiciaire et à son indépendance. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel joue bien son rôle? C'était votre question. Notre rôle, il est très clair. Il est
simplement, et c'est important, de vérifier que le législateur respecte bien les règles constitutionnelles. Les règles constitutionnelles, elles sont dans un bloc de constitutionnalité qui comprend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, qui a affirmé un certain nombre de droits sociaux, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est inscrit dans ce préambule. Ces deux textes étant repris par la Constitution de 1958, nourris à partir de 2004 par la Charte de l'environnement que Jacques Chirac avait fait approuver. Voilà ce que c'est que l'ensemble des normes constitutionnelles dont nous vérifions le respect par le législateur ordinaire. De ce point de vue, nous avons du pouvoir. C'est vrai. Les décisions du Conseil constitutionnel sont sans appel. Il n'y a pas de procédure d'appel contre une décision du Conseil constitutionnel. Et d'autre part, elle s'impose à toutes les autorités publiques. Bon, c'est un pouvoir. C'est du pouvoir, pardon. Mais ce n'est pas un pouvoir. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous ne pouvons pas nous autosaisir. Nous ne pouvons pas aller regarder dans les codes législatifs ce qui nous paraît conforme ou pas conforme à la Constitution. Il faut que nous soyons saisis par d'autres. Et il y a deux méthodes pour nous saisir. Soit 60 députés ou 60 sénateurs. La loi vient d'être votée. Elle n'est pas encore promulguée par le président de la République. Et dans l'intervalle de quelques jours, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel en lui demandant de vérifier si telle disposition est conforme ou pas à la Constitution. Et nous avons à ce moment-là 1 mois pour nous prononcer, 8 jours quand le gouvernement décrète l'urgence, demande l'urgence. Ça va se passer dans quelques jours. Lorsque le 49.3 les 49.3 auront permis l'approbation définitive de la loi de finances, il est hautement probable que 60 députés ou 60 sénateurs de tel ou tel groupe nous saisiront pour nous demander de nous prononcer sur la constitutionnalité de telle disposition de la loi de finances à la Constitution. L'autre façon dont nous pouvons être saisis, qui est une innovation assez révolutionnaire, il faut bien le dire, qui a changé le rôle du Conseil constitutionnel, elle remonte à 2008. C'est une réforme qui avait été voulue sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ça s'appelle la QPC, pardon, c'est un peu technique, la question prioritaire de constitutionnalité. Dans n'importe quel procès, devant un tribunal administratif ou devant un tribunal judiciaire, le justiciable peut dire « Attention, je considère qu'on va m'appliquer une disposition législative qui peut être ancienne ». Pas longtemps, on a jugé de textes qui remontaient au XIXe siècle. Une disposition législative qui peut être ancienne et dont je considère qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. Et donc, je demande au Conseil constitutionnel de se prononcer. Vous avez bien conscience que si on était saisi comme ça, immédiatement, nous serions complètement submergés. Et donc, il y a un filtre. C'est le Conseil d'État pour les tribunaux administratifs, le la Cour de cassation, pardon, pour les tribunaux judiciaires, qui vérifie que le Conseil ne s'est pas déjà prononcé, que la disposition s'applique bien au litige en cause et surtout qu'elle est sérieuse. Et si ces 3 conditions sont remplies, le Conseil d'État ou la Cour de cassation nous renvoie la question prioritaire de constitutionnalité. Et par ce biais-là, je l'ai dit, notre rôle a changé. À l'origine, quand le général de Gaulle a voulu que dans la Constitution de 1958 soit inscrite la création d'un Conseil constitutionnel, c'était pour vérifier que le pouvoir législatif, le Parlement, n'empiétait pas sur les prérogatives des pouvoirs exécutifs. C'était l'obsession du général d'assurer la stabilité de l'exécutif et on disait à l'époque que le Conseil constitutionnel était le chien de garde de l'exécutif. Avec la réforme Sarkozy de 2008, nous devenons d'une certaine manière le garant des droits et libertés fondamentaux que, pardon, je fais toujours l'accord avec le masculin, je crois que c'est plus de mise, je veux dire, les libertés et droits fondamentaux, comme ça, plus de problème, que la Constitution garantit. Voilà, donc pourquoi nous ne pouvons pas nous autosaisir. Deuxièmement, nous ne sommes pas un pouvoir à l'égal du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif parce que nous pouvons annuler une décision, nous ne pouvons pas la remplacer. Nos anciens disaient le Conseil a la gomme et pas le crayon. Donc on peut dire telle disposition n'est pas conforme à la Constitution, nous la censurons et elle disparaît du droit positif, mais seul le législateur peut la réécrire pour la rendre conforme à la Constitution. Et puis enfin, dernière
raison pour laquelle nous ne sommes pas un pouvoir à proprement parler, et pas un gouvernement, certainement pas un gouvernement des juges, comme certains le disent, c'est que nous appliquons la Constitution, nous ne la faisons pas. Et donc si le constituant veut changer la Constitution pour faire en sorte que la loi puisse prendre des dispositions nouvelles, eh bien, il le peut, et nous nous inclinons. Je pourrais donner un exemple récent sur la composition du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, où quand le constituant a dit « voilà quelle est la règle » et le Conseil constitutionnel s'est trompé dans sa jurisprudence, eh bien, nous nous inclinons naturellement, et c'est toujours le constituant qui a le dernier mot. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut donner davantage de pouvoir au Conseil constitutionnel? Moi, je ne le pense pas. Quelles sont les critiques qu'on nous fait, outre le fait que nous serions un gouvernement des juges, et je viens d'essayer de démontrer que ce n'est pas le cas. On critique notre mode de désignation. Nous sommes désignés 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat pour 9 ans, renouvelable par tiers. Bon, alors on dit que c'est politique. Quel autre mode de désignation? En Allemagne, ce sont les groupes parlementaires du Bundestag qui élisent les juges. Vous voyez, en France, à l'Assemblée nationale, une campagne électorale entre 11 groupes parlementaires pour élire les 9 membres du Conseil constitutionnel. Bonjour les dégâts. On pourrait tirer au sort. Bon, le tirage au sort serait un peu contradictoire avec une autre critique qu'on nous adresse, qui est de ne pas être tous des professeurs de droit constitutionnel. C'est vrai qu'on n'est pas tous des professeurs de droit constitutionnel, mais enfin, sur les 9 actuels membres, il y en a 2 qui ont fait leur carrière au Conseil d'État. Il y en a 2 qui ont été avocats pendant 15 ans de leur vie. Il y en a 2 qui sont des magistrats, ça fait 6. Et puis, pardon, je prends mon modeste cas personnel. Bon, j'ai fait un peu de droit constitutionnel et de droit public à l'ENA. Et en tant qu'inspecteur des finances, j'ai fait un peu de droit fiscal aussi. Donc voilà, on n'est pas complètement ignare. Donc on a discuté de tout ça il y a pas longtemps avec nos collègues ce qu'on appelle les cours latines, que nous réunissons régulièrement, Portugal, Italie, France et Espagne. Et on s'est rendu compte que le mode de désignation chez eux donnait lieu à des difficultés que nous ne connaissons pas et qu'après tout, c'était pas si mal chez nous. Donc voilà un peu pourquoi il me semble que le Conseil constitutionnel aujourd'hui accomplit bien son rôle. Il y a 2 points sur lesquels on pourrait changer les choses. Vous savez peut-être que par suite d'une décision un peu circonstancielle prise en 1958 dans la Constitution, les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. C'était un peu pour donner à René Coty, qui était le président qui avait laissé sa place au général de Gaulle, un statut officiel. Bon, cet argument ne joue plus aujourd'hui. Et il n'y a plus que 2 présidents de la République en vie, François Hollande et Nicolas Sarkozy, et ils ne siègent pas au Conseil constitutionnel, je ne les ai jamais vus. Donc le problème est réglé, mais il faudra peut-être le régler plus juridiquement en changeant le texte de la Constitution sur ce point. Peut-être faudrait-il aussi effectivement exiger dans la nomination une certaine expérience en matière juridique. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, les nominations sont soumises à la ratification de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc le Parlement est impliqué dans la procédure de nomination des membres du Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi moi, je suis très heureux d'être membre de cette Assemblée. Quand j'ai été nommé, mon directeur de cabinet à Bordeaux s'est tourné vers moi et m'a dit « Enfin sage ». Je ne sais pas si c'était un compliment ou une vacherie. Sur un sujet plus européen, aujourd'hui, la Commission européenne a quasiment le monopole de l'initiative législative, pendant que le Conseil garde la main politique. Seriez-vous favorable à ce que certains textes puissent être proposés directement par un groupe d'États pour lutter contre les incriminations de la Commission européenne étant vue comme trop une technostructure? Ou alors, en général, qu'est-ce que vous auriez à proposer pour justement donner une impression de force aux États membres? Pas grand-chose. Je partage sur ce point l'avis d'un de mes ex-collègues, enfin ex-collègues, on n'était pas dans le même gouvernement, mais Hubert Védrine, qui a été aussi longtemps ministre des Affaires étrangères et qui considère que moins on touche au traité de l'Union européenne, mieux on se porte, parce que pour le changer, ça demande énormément d'énergie et beaucoup de temps. Je voudrais simplement dire, et c'est un des chapitres de mon livre, que je combats l'idée selon laquelle l'Union européenne serait une bureaucratie et que c'est la bureaucratie bruxelloise qui dirigerait l'Union européenne. Je vous renvoie à mon livre et un excellent petit livre qui a été écrit par une jeune parlementaire européenne qui s'appelle Nathalie Loiseau, qui a conduit d'ailleurs une liste européenne lors de récentes élections européennes. Elle dit tout ça est faux. Ce n'est pas une bureaucratie.
La Commission propose et exécute. Elle ne décide pas. Et elle n'est pas constituée de bureaucrates. Elle est constituée d'hommes et de femmes politiques. Certains ont été Premier ministre. Madame von der Leyen a été ministre à plusieurs reprises dans le gouvernement allemand, etc. Donc ce sont des hommes et des femmes qui ont exercé des responsabilités. Thierry Breton a été ministre, et ainsi de suite. Deuxièmement, le pouvoir de décision, il appartient au Conseil des ministres et au Parlement. Le Conseil des ministres n'est pas constitué de bureaucrates. Ce sont des hommes politiques qui sont porteurs d'une légitimité démocratique. Quant au Parlement européen, ce sont des députés depuis la réforme et qui les fait élire directement au suffrage universel qui ont aussi une légitimité démocratique. Et c'est désormais la codécision entre le Parlement et le Conseil qui permet d'approuver une décision de manière définitive. On va le voir d'ailleurs dans les tout prochains jours. Il n'est pas complètement exclu qu'il y ait une majorité au Parlement européen pour remettre en cause l'accord commercial négocié par la présidente de la Commission avec les États-Unis. Ça se profile à l'horizon. Et la France essaye, je ne sais pas si on y arrivera, de réunir une majorité au Parlement européen qui n'accepterait pas la ratification du traité du Mercosur. Donc vous voyez que le processus démocratique, il existe. Ce qu'on peut reprocher en revanche à l'organisation institutionnelle de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas bureaucratique, mais elle est productrice de normes de façon sans doute inconsidérée. Produit des normes, des actes, des règlements, des lois, des directives, etc. À qui mieux, il y a des chiffres qui circulent et qui montrent la prolifération de ces normes. Il faut bien voir que ces normes, elles sont d'abord approuvées, comme je l'ai dit, par un pouvoir qui, lui, a une légitimité démocratique, que très souvent, elles sont demandées par les États eux-mêmes, qui demandent à l'Union européenne de prendre des règles pour protéger, etc., etc. Et que, troisièmement, très souvent, ce sont les États nationaux, et en particulier la France, qui a cette spécialité, qui surtransposent les normes européennes, c'est-à-dire qui rajoutent une couche d'exigence à la réglementation européenne. Donc voilà, alors je ne dis pas par là que tout va très bien au niveau européen, bien sûr que non. Dans son rapport, Mario Draghi montre qu'entre le moment où la Commission lance une idée et où la décision est prise, il faut 19 mois, en moyenne, quand ça se passe bien. Bon. On a un exemple assez clair avec l'une des propositions de Mario Draghi, qui est sa proposition phare, qui est de créer un véritable, on y reviendra peut-être, marché unifié des capitaux en Europe, pour favoriser l'investissement et la mobilisation de l'épargne européenne. Ça figure dans le rapport Draghi, tout le monde a applaudi. Madame von der Leyen a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'elle allait préparer un texte qui permettrait peut-être d'avancer dans la création de ce marché des capitaux d'ici 2028. Commentaire de Mario Draghi, le monde, lui, n'attend pas. Donc on a un processus décisionnel beaucoup trop lent, beaucoup trop lourd. Il faut peut-être améliorer les choses de ce point de vue-là. Pour finir, vous appelez à une véritable déclaration d'indépendance des Européens dans votre livre. Si vous aviez une seule réforme institutionnelle ou politique très précise à proposer dès demain, imaginons, pour que l'Europe et ou la France puissent avancer à grands pas, quelle serait-elle ? Je dis que je ne l'ai pas à l'instant, que je ne pense pas que ce soit par le biais des institutions qu'on pourrait y arriver. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais quand même répondre à votre question. Moi, j'aurais deux priorités qui ne sont pas des réformes institutionnelles à proprement parler. La première, je viens de l'évoquer, ce serait de concrétiser la proposition phare de Mario Draghi, c'est-à-dire de réaliser véritablement un marché unifié des capitaux en Europe. Pourquoi ? L'épargne européenne est considérable. L'épargne française est considérable. L'épargne européenne est considérable. Elle se chiffre en milliards de milliards. Du fait de la fragmentation des marchés, nous n'arrivons pas à la mobiliser pour permettre à nos entreprises de faire des levées de fonds qu'ils vont faire sur les marchés américains. Donc il est très important d'unifier ces marchés, de créer un marché de, je vais parler franglais, contrairement à mon habitude, d'eurobonds européens, d'obligations européennes, pour permettre de financer les investissements dont nous avons besoin, en particulier dans le domaine de la défense. Donc ça, c'est une priorité. Et là, il faut accélérer. Ce n'est pas 2028 ou 2030. Si on pouvait le faire dans un plus bref délai, ça serait très bien. La deuxième chose qui me paraît importante et qui est plus compliquée, qui ne nécessite pas de réforme institutionnelle, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas se mettre d'accord tous sur tout. D'abord, tout le monde n'est pas concerné par tout.
la question de la défense, pardon, vous ne le répéterez pas parce que je vais avoir des problèmes avec leurs ambassadeurs, mais ça ne concerne pas vraiment Chypre, ni Malte, ni peut-être le Luxembourg, qui n'ont pas un rôle majeur à jouer dans la construction de la défense européenne. Et donc, il faut favoriser des initiatives qui permettent à ceux qui veulent aller plus loin de le faire. Alors, ça s'appelle dans les traités les coopérations structurées ou les coopérations renforcées. C'est trop compliqué et ça, il faudrait le simplifier pour qu'on puisse y recourir davantage, y compris avec des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et je me réjouis de voir que c'est ce qu'on fait avec les Britanniques. Vous avez vu que sur un certain nombre de sujets, sur l'Ukraine, sur la défense aussi, on est arrivé à monter des coopérations qui associent les membres, certains membres de l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Voilà, donc c'est sans doute dans cette direction qui n'est pas une idée nouvelle. C'est ce qu'on a appelé les coopérations renforcées, l'Europe à géométrie variable, l'Europe à la carte, etc. Parce que ces coopérations, elles marchent. C'est comme ça qu'on a fait Airbus. C'est comme ça qu'on fait Ariane 6. C'est comme ça qu'on a fait l'euro. Et c'est même comme ça qu'on maîtrise un peu mieux les frontières de l'Union européenne dans l'espace Schengen qui ne recouvre pas la totalité des membres de l'Union européenne. Voilà, mettons de la souplesse et essayons d'aller plus loin dans un certain nombre de domaines prioritaires parce que, je le répète, nous ne relèverons pas tout seuls les défis colossaux qui sont devant nous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait être heureux d'être en France, mais je ne vous cache pas qu'on a fort à faire et pour reprendre l'image de François Bayrou, on a plusieurs Himalayas devant nous. Il y a le défi climatique, on en parlait longtemps. Il y a le défi démographique, dont on commence à prendre conscience aujourd'hui en Europe. Il y a le défi migratoire, qui n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a le défi numérique, avec son ambivalence, progrès formidable et danger aussi formidable. Donc aucun de ces défis, nous ne pourrons les relever seuls. Nous ne pourrons le faire qu'ensemble dans le cadre d'une coopération européenne efficace. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous jouons notre destin sur notre capacité à relancer une Union européenne efficace. Et en guise de conclusion, quand vous étiez au Quai d'Orsay, vous défendiez une France médiatrice, attachée au multilatéralisme. Et dans l'heure du choix, vous décrivez un monde beaucoup plus dur. Selon vous, dans la diplomatie française en 2026, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faudrait garder? Joker, voilà. Là, je ne veux pas descendre dans l'arène politique, puisque mon statut me l'interdit, parce que, à votre question, je serais tenté de dire que ce n'est pas la diplomatie française qu'il faut changer. C'est la crédibilité de la France. Aujourd'hui, je ne vais pas développer ce point. Notre voix faiblit, tout simplement parce que nous donnons le spectacle d'un pays incapable de faire face à ses priorités, incapable de se doter d'un budget, incapable d'aller de l'avant et incapable peut-être nos conclusions tout à l'heure, j'en sais rien, mais d'avoir la lucidité de résoudre ses propres contradictions. Parce qu'après tout, moi qui ne suis plus candidat à rien, j'ose le dire maintenant, les peuples ont ce qu'ils méritent. Et il faudrait peut-être que le peuple français s'interroge sur ses propres contradictions. Est-ce qu'on peut produire davantage en travaillant moins? Non. Vous allez me dire, il faut développer la productivité, mais enfin, ça a des limites. Est-ce qu'on peut produire davantage en partant à la retraite à 64 ans ou à 60 ans? Pourquoi sommes-nous le seul peuple européen à considérer qu'on peut partir à la retraite à 62 ans ou à 60 ans? Tous les autres, c'est 65, 66, 67. Je ne parle pas du Japon qui doit être bientôt à 70. Autre contradiction, nous voulons manger pas cher, mais manger français. On va choisir. C'est le Mercosur. Si on veut des produits de qualité, fabriqués chez nous, ça se paye. Je pourrais souligner d'autres contradictions que les Français devront regarder lucidement. Pour les trancher, il va y avoir une occasion, paraît-il. Enfin, paraît-il, l'occasion se produira. L'événement se produira, est-ce qu'on le saisira? C'est l'élection présidentielle de 2027, naturellement, qui doit être peut-être le moment où les Français devront s'interroger sur toutes ces questions fondamentales pour savoir s'ils se relancent et si la voix de la France peut être à nouveau fortement entendue parce qu'elle est attendue. Je peux en porter témoignage, j'ai été à la tête de la diplomatie française à 2 reprises. La France n'est pas un pays tout à fait comme les autres parce qu'elle a une voix qui porte, et une voix qui porte d'autant plus qu'elle est réputée indépendante. Donc c'est ça qu'il faut essayer de reconstruire. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
Je pense qu'on peut passer à la session de questions-réponses. Alors là, c'est gênant parce que je ne vous vois pas, mais enfin... Aux lumières, peut-être. On a toujours besoin de ce projecteur, hein. Je vois une main. Merci Monsieur le Premier ministre, bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence. Je m'appelle Lucas Montailly, je suis en 3e année de Relations internationales et sciences politiques ici à HEIP. J'ai 2 questions. La première internationale qui m'est venue en vous écoutant. Vous avez évoqué le référendum à Saint-Pierre-et-Miquelon. Faudrait-il faire la même chose au Groenland par le Danemark pour dire nous voulons rester dans le Danemark ou nous voulons aller aux États-Unis. La deuxième est bien plus française et nationale. Alors que nous avons célébré les 120 ans de la loi de 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État en décembre dernier, dans le contexte actuel politique et culturel, de tensions culturelles notamment, pensez-vous que cette loi de 1905 est toujours dans son rôle d'apaisement de la société? Est-ce qu'elle y répond toujours? Merci. Oui, je parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'initiatives de M. Trump qui laisse pantois. Sa volonté d'annexer ou d'acheter le Groenland me laisse pantois. C'est de la prédation pure et simple. C'est incroyable. On ne met pas la main comme ça au motif qu'on est la première puissance du monde sur un pays indépendant. C'est un sujet un peu difficile. Je ne sais plus qui s'étonnait tout à l'heure du chiffre de la population groenlandaise. Je crois que c'est 60 000 habitants sur un territoire grand comme 3 ou 4 fois la France. Donc le Groenland, c'est un désert de glace, mais c'est un désert. Peu importe, il a effectivement une influence stratégique et surtout, c'est une population qui revendique son indépendance, avec un rapport difficile avec le Danemark, parce que le Danemark est ressenti parfois par les Groenlandais comme un pays colonisateur, mais en fait, bon, ils sont région autonome du Danemark, et le Danemark n'a pas envie de se déposséder de ce territoire, pas plus que les Groenlandais eux-mêmes n'ont envie de devenir américains. Ils l'ont dit dans des manifestations qui viennent d'avoir lieu dans plusieurs, pas dans plusieurs, il n'y en a pas beaucoup, dans la capitale groenlandaise. Et donc, il n'est pas question pour nous d'accepter, de valider, de bénir une espèce de confiscation du Groenland contre la volonté du peuple groenlandais qui doit pouvoir se manifester. Il y a des possibilités d'autodétermination dans ce domaine-là. Et s'ils votent, il est hautement probable qu'ils refuseront l'annexion par l'Amérique. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de négociation sur d'autres aspects, que le Groenland soit un territoire stratégiquement important pour la sécurité de l'Amérique? Ok, mais ça peut se résoudre par des discussions sur des bases aériennes. Il y en a eu en ce moment très importantes, il y en a eu d'autres dans le passé. Ça, on peut en discuter ou on peut négocier. Mais s'emparer purement et simplement de ce territoire, c'est de la prédation. Et je crois que l'attitude de l'Europe, c'est ce qu'elle est aujourd'hui, hein. Il y a eu une réaction unanime des pays en ce sens, et de refuser cette espèce de dérive insupportable. Deuxième question, la loi de 1905, loi d'apaisement, certes. Je voudrais quand même vous rappeler que historiquement, les choses ne se sont pas très bien passées, hein. L'Église catholique, jusqu'à la fin du XIXe siècle, n'acceptait pas la République. L'Église catholique était monarchiste et prônait le retour du prétendant, etc. C'est l'encyclique du pape Léon XIII, oui, je ne me trompe pas, aujourd'hui c'est XIV, c'est Léon XIII qui a sonné le moment du ralliement de l'Église catholique à la République. Bon. Mais ça s'est fait dans la douleur. Les gendarmes faisaient évacuer les congrégations en 1901. Le petit père Combe était à la manœuvre. Et dans les églises, on recensait les biens des églises, etc., pour éventuellement les extraire des églises. Bon, ça a été violent. Et puis finalement, le problème est réglé aujourd'hui. Nous n'avons évidemment plus de conflit de ce type avec l'Église catholique. D'une certaine manière, et pardon de ce parallèle historique, nous sommes confrontés à la même difficulté avec une certaine forme de l'islam.
Ma position dans ce domaine m'a coûté cher au moment de la primaire. J'ai été qualifié par ceux qui ne me voulaient pas du bien du joli surnom d'Ali Juppé. Et un jour, en venant dans une université rue d'Assas, j'avais été accueilli par une grande banderole sur laquelle il y avait marqué « Bienvenue au grand mufti de Bordeaux ». Pourquoi ? Parce que j'avais une relation de dialogue avec l'imam de Bordeaux qui s'appelle Tarek Obrou et dont je considérais qu'il était porteur d'une vision de l'islam républicain parfaitement compatible avec les lois de la République. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Est-ce qu'il existe une forme d'islam qui est compatible avec notre principe de laïcité, c'est-à-dire, je rappelle ce que c'est que la laïcité. La laïcité, c'est d'abord la liberté religieuse. La déclaration de 1789 dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». À l'époque, même religieuse, on sentait une petite réticence quand même des révolutionnaires vis-à-vis de l'Église catholique à l'époque, mais même religieuse. Donc c'est la liberté de religion. Et expliquer, comme certains le font, que l'islam n'a pas sa place en France, ça veut dire que 4 à 5 millions de Français musulmans qui pratiquent leur religion dans le respect des lois de la République devraient être expulsés. Ça n'a pas de sens. En revanche, l'autre volet de la laïcité, c'est le refus absolu de la primauté de la loi religieuse sur la loi républicaine dans l'espace public. La religion, c'est l'espace privé, c'est l'intimité, chacun se croit ce qu'il veut, ou il ne croit pas s'il ne croit pas, mais dans l'espace public, c'est la loi de la République qui s'impose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Il n'y a pas de place pour la charia dans le droit positif français. Ça n'existe pas. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Or, il y a une forme aujourd'hui de dérive de l'islam radical, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui prétend affirmer cette primauté de la religion sur la République. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, évidemment, ça implique de la part des pouvoirs publics une prise de position extrêmement claire, de même que ça implique, et c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui, une prise de position très claire des dirigeants musulmans. Le problème, j'ai dit ça un jour, on m'a dit il ne faut pas dire ça, je le répète quand même, c'est qu'avec l'Église catholique, ce qui s'est passé, ça a été assez facile parce qu'il y a un pape. Alors le pape a dit c'est comme ça, il a fait une encyclique et tout le monde a dit ok. Avec les musulmans, il n'y a pas de pape, donc ça complique un petit peu les discussions. Mais il faut que les responsables religieux musulmans, moi je leur ai demandé à plusieurs reprises, disent clairement oui, nous adhérons, nous croyons dans une religion qui est parfaitement compatible avec les lois de la République. Rien dans notre religion n'interdit, par exemple, le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, ce n'est pas négociable. C'est un principe constitutionnel qui est inscrit dans le droit positif français et qui s'impose à tout le monde. Voilà un peu ce que c'est, pardon, j'étais un petit peu long, que sur cette question de la laïcité et de la loi de 1905. La loi de 1905, elle est un peu dépassée, j'ai dit pourquoi, mais la laïcité n'est pas dépassée, elle reste un principe tout à fait fondamental. Deuxième question, s'il vous plaît. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci pour cette conférence. Alors moi je m'appelle Mathilde Acosta, je suis en 2e année de licence de droit international à Paris-Saclay. Et j'avais une petite question pour vous, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'Union européenne. Donc en tant qu'étudiante qui se projette vers une carrière liée à l'Union européenne ou aux relations internationales, j'ai parfois le sentiment que l'Union européenne, elle est plus vue comme un cadre technique de gestion, plutôt qu'un véritable projet politique capable de mobiliser, mais surtout de se mobiliser sur la scène internationale. Alors, fort de votre expérience comme ministre des Affaires étrangères et européenne, pensez-vous que cette forme de dépolitisation affaiblisse durablement la capacité de l'Union européenne à agir et à penser, et à peser dans le monde? Et selon vous, quel est le rôle de la nouvelle génération, donc nous, dans cette salle, pour jouer et justement pour redonner au projet européen un sens politique, une légitimité démocratique, mais surtout une ambition internationale renouvelée? Je vous remercie. J'écoutais récemment à la télévision un ancien journaliste français, Bernard Guetta, qui est devenu parlementaire européen. J'ai fait avec lui un petit livre avec Michel Rocard, donc je le connais bien. Il partait en guerre contre cette idée selon laquelle l'Union européenne serait impuissante, technocratique, ne servirait à rien, n'aurait plus aucune influence sur le déroulement des choses dans le monde. Il disait c'est pas vrai. Il prenait un exemple qui est très révélateur, qui montre que l'Union européenne, c'est pas simplement un marché, c'est pas simplement des règles ou des normes, c'est aussi un projet politique et un projet
idéologique, pardon, j'y reviendrai, c'est ce que nous avons fait sur l'Ukraine. Si l'Union européenne ne s'en était pas mêlée dans des conditions difficiles, hein, mais enfin on y est arrivé quand même, eh bien M. Trump avait négocié avec M. Poutine un accord de reddition pure et simple de l'Ukraine. C'est terminé. C'est parce que l'Europe a dit niet, qu'elle s'est introduite dans le processus de négociation, qu'elle est arrivée à faire changer le projet de M. Trump, que M. Poutine a d'ailleurs refusé, parce que précisément, il garantissait mieux les intérêts de l'Ukraine. Vous voyez que l'Europe a joué un rôle, et un rôle politique en la matière. Voilà. Et par ailleurs, je le dis aussi dans mon livre, l'Europe, ce n'est pas simplement un marché, c'est une charte des droits fondamentaux. Quand on entre dans l'Union européenne, on souscrit à une charte qui énumère un certain nombre de principes. Il y en a une dizaine, j'en ai retenu 2. Dignité de la personne humaine, liberté, justice, etc. Il y a toute une série de principes qui définissent un peu les principes démocratiques. Voilà ce dont l'Europe est porteuse aujourd'hui et qui est aujourd'hui menacée. Car nous assistons sur la scène mondiale à un recul des démocraties libérales, je les appelle comme ça, et à un regain de faveur des régimes autoritaires, y compris chez nous, y compris sur le territoire de l'Europe, favorisé d'ailleurs par M. Trump, qui soutient les partis qu'il appelle patriotiques, c'est-à-dire l'extrême droite française, l'extrême droite allemande, l'extrême droite espagnole, etc. M. Vance, j'ai une espèce de dent contre lui, là. C'est pour ça que s'il est président, j'aurai peu de chance d'aller aux États-Unis dans les années qui viennent. M. Vance se permet à Munich, quand il va dans je ne sais quelle réunion internationale, d'abord de nous donner des leçons de morale sur la liberté d'expression, et ensuite, il va faire campagne pour l'AfD, en pleine campagne électorale allemande. Donc le projet américain, il est clair, c'est favoriser l'émergence de ces partis extrémistes qui ont pour objet de disloquer l'Union européenne, M. Poutine ayant le même objectif, avec des méthodes parfois un petit peu différentes. Voilà, voilà pourquoi il faut, vous me parlez du rôle de votre génération, c'est vous qui avez ce choix à faire aujourd'hui. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que la défense de la démocratie se joue non seulement sur le territoire de la France, mais sur le territoire de l'Europe, qu'on doit y arriver ensemble, qu'on est porteur ensemble d'un certain nombre de valeurs fondamentales. Et si c'est ça, ben, il faut s'engager pour le faire et pour défendre ce point de vue. Et s'engager, ça veut dire des tas de choses. À commencer, pardon, de cette petite recommandation, allez voter. Un des signes du déclin de la démocratie représentative en France, pas qu'en France, c'est la progression continue de l'abstention sur la longue durée. Parce qu'on considère que voter, ça ne sert à rien. De toute façon, les hommes politiques sont menteurs et impuissants, donc ça ne sert à rien, on ne va pas voter. Et c'est particulièrement vrai, pardon de vous le dire, dans vos générations, où le taux d'abstention est supérieur à la moyenne nationale. Donc, vous ne plaignez pas. Hein, si c'est ce qui ne vous plaît pas, c'est parce que vous n'allez pas voter. Si vous voulez que ça change, allez voter. Alors, je ne vous dis pas pour qui. Hein. Je ne vais pas faire de prosélytisme. Enfin, vous sentez bien que ma propension ne me porte pas aux extrêmes. Enfin, ça, c'est à vous de choisir. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez, mais allez voter. C'est ça le pouvoir citoyen qui est dans votre main. Le pouvoir, il est au bout du bulletin de vote. Et c'est ça qui implique que vous devez sortir peut-être de cette expectative qui parfois caractérise nos concitoyens face aux élections, et avoir l'occasion de le faire dans quelques semaines pour les élections municipales, qui auront une signification politique nationale aussi, hélas peut-être d'ailleurs, et ensuite pour l'élection présidentielle. On peut passer aux questions libres du public, oui. Bonjour, bonsoir Monsieur Juppé, merci d'être présent aujourd'hui dans notre école. Je m'appelle Elie Sachet, je suis actuellement étudiant en première année HEIP. J'aimerais non pas faire appel à Monsieur Juppé, ministre des Affaires étrangères, mais Monsieur Juppé, Premier ministre. À l'approche des élections présidentielles de 2027, quel regard portez-vous sur l'état de la politique française et sur les qualités essentielles que devrait incarner, selon vous, le prochain président de la République? Merci beaucoup. Je suis dit joker tout à l'heure, mais j'en ai plusieurs dans ma poche. Hein. Donc là, vous comprendrez que je ne peux naturellement pas répondre à cette question en vous disant quel est mon candidat favori. Je veux simplement vous dire, comme je viens de vous le dire à l'instant, que c'est une échéance importante, peut-être même essentielle, peut-être même capitale. Peut-être que c'est le moment où les Français pourront faire cette révision de leur comportement et de leurs contradictions que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça va être un choix primordial
pour les 5 années qui viennent. Et la conséquence, c'est qu'il faudra vous mobiliser pour aller voter. Vous regarderez les débats, il y en aura. Ça commence un petit peu, vous ferez votre choix. Mais ne restez pas indifférent à ce qui va se passer au motif que ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui avec Trump est la démonstration que c'est pas Marx qui avait raison. L'histoire n'est pas simplement le produit de grands mouvements économiques ou d'infrastructures. Le rôle des hommes est absolument primordial. Un homme peut changer le cours de l'histoire. De Gaulle a changé le cours de l'histoire de la France. Trump est en train peut-être de changer le cours de l'histoire des États-Unis, et ainsi de suite. Donc le choix de celui qui va diriger le pays dans les 5 années qui viennent n'est pas quelque chose qui doit vous laisser indifférent. Il faut vous mobiliser. Le gris. Très bien, bah vas-y alors. À toi de voir. Bonjour Monsieur le Ministre, merci beaucoup déjà. Du micro parce que... Il faut le mettre au niveau du menton. Pardon, comme ça. Comme ça, ouais. Bonjour Monsieur le Ministre, déjà merci beaucoup de l'attention que vous nous accordez. Ce soir. C'est bon. Je m'appelle Clémence Blanchard, je suis étudiante en master de relations internationales à l'INALCO et ma question elle porte plus sur l'Organisation des Nations Unies et plus particulièrement sur le Conseil de sécurité. J'aurais voulu connaître votre position par rapport aux paralysies que rencontre le Conseil de sécurité ces dernières années. Et est-ce qu'à vos yeux, une réforme du Conseil de sécurité est pertinente ou non? Voilà, j'aurais aimé connaître votre position là-dessus. Merci. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères en 1993, un des dossiers sur la table, c'était la réforme du Conseil de sécurité. 1993. Tout le monde s'accorde à dire que le Conseil de sécurité et l'Organisation des Nations Unies, telles qu'elles ont été conçues, qu'elle a été conçue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est aujourd'hui dépassée par la réalité du monde. Et en particulier un Conseil de sécurité dans lequel les 5 membres permanents sont ceux que vous savez, et où il n'y a aucun grand pays africain, aucun grand pays d'Amérique latine, aucun grand pays asiatique, à part la Chine évidemment, n'est pas représentatif du jeu des puissances au monde. Et donc, ça fait des années et des années qu'il y a un processus de réforme du Conseil de sécurité, avec premièrement l'élargissement du nombre de ses membres, sans tomber dans une assemblée générale bis. Donc aujourd'hui, il y a 15 membres. Tout le monde s'accorde à dire qu'une vingtaine, ce serait le maximum. Deuxièmement, comment choisir le pays qui représentera les grands espaces géographiques du monde? En Afrique, c'est qui? C'est le Nigeria ou l'Afrique du Sud? En Amérique latine, c'est qui? C'est le Brésil ou c'est l'Argentine? En Asie, bon, ainsi de suite. Vous voyez la grande difficulté de choisir. Troisième question qui est posée à l'occasion de cette réforme, est-ce qu'il faut maintenir le droit de veto, qui est évidemment une espèce de séquelle de la guerre? Ce sont les puissances dites victorieuses de la Seconde Guerre mondiale qui ont ce droit de veto, la France ayant été raccrochée grâce à l'action du général de Gaulle, évidemment. Donc voilà, mais évidemment, pour réformer le Conseil de sécurité, il faut l'accord des membres permanents actuels. Et aucun des membres permanents actuels n'est prêt à perdre son siège ni à perdre son droit de veto. Et ça vous explique pourquoi cette réforme ne se fait pas et pourquoi le Conseil de sécurité aujourd'hui est quasiment paralysé, puisque chaque fois qu'il y a un dossier qui gêne les États-Unis, ils mettent leur veto. Exemple, le Proche-Orient. Chaque fois qu'il y a un dossier qui gêne la Chine, elle met son veto, et ainsi de suite. Ou la Russie, s'agissant de l'Ukraine, elle met son veto. Et donc, nous assistons à cette, là aussi, à ce déclin du multilatéralisme. D'où, vraisemblablement, l'initiative de M. Trump qui a créé ce Conseil de la paix avec vraisemblablement l'idée de se substituer au Conseil de sécurité sans aucune base juridique, sans aucun consensus international et avec une démarche purement individuelle et purement d'autoproclamation, ce qui est évidemment inacceptable. Voilà, donc je ne vais pas être très positif sur ce sujet-là. Je crois qu'on est aujourd'hui bloqué et qu'on restera bloqué, malheureusement. Est-ce que les Nations Unies sont complètement inutiles de ce point de vue? Non. Non. Parce que d'abord, il y a une Assemblée générale qui peut prendre des décisions, elle, sans qu'il y ait de veto. Ce n'est pas des décisions obligatoires, mais enfin,
ça compte quand même sur la scène internationale, parce que les Nations Unies, c'est aussi toute une série d'agences qui travaillent dans des domaines très importants. Je pense à l'UNICEF, je pense à d'autres agences qui interviennent dans l'aide au développement, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est extrêmement précieux. Et malheureusement, ces agences qui sont souvent reliées aux Nations Unies sont en train d'être fragilisées, là encore, par la politique de Trump. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières alarmes qui ont été lancées par l'Organisation mondiale de la santé, la façon dont Trump a coupé les crédits à l'USAID, qui est très active dans l'aide au développement et notamment dans l'aide contre les grandes épidémies et contre le sida, fait qu'aujourd'hui, ces organisations internationales sont privées de moyens, sont obligées de licencier et qu'on annonce une recrudescence de l'épidémie de VIH du fait précisément de la baisse de ces fonds mis à la disposition de ces organisations. Donc pour vous dire que ces organisations, elles sont utiles et qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même si les Nations Unies sont aujourd'hui en grande partie paralysées. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Wassim Kalek, étudiant en management international à Paris School of Business. Monsieur Alain Juppé, vous avez conseillé, dirigé et construit des décisions dans un État très complexe et ancien. Aujourd'hui, je me permettrai de parler sur le sujet du Liban et on sait très bien que les relations franco-libanaises, elles sont très fortes aujourd'hui. Au Liban, chaque décision se heurte sur des, si vous voulez, sur des... Allô. Oui, les relations, se heurtent sur des, en gros, des problèmes très anciennes et des héritages profondément enracinés. Aujourd'hui, selon vous, quel est le courage qu'il demande pour un dirigeant? Est-ce que c'est défendre un État face aux intérêts particuliers ou préserver l'utilité du pays, désolé. Je pense que c'est très bien. Bon, je ne vais pas donner des conseils aux autorités libanaises. Je me contenterai de vous dire d'abord que moi, le Liban me tient beaucoup à cœur. C'est un pays que j'aime, un pays que je connais, un pays où j'ai beaucoup d'amis, un pays qui est indispensable à ce que représente aujourd'hui le Proche-Orient, parce qu'il est encore représentatif d'une certaine diversité, y compris confessionnelle. J'étais hier soir dans une manifestation organisée par l'œuvre d'Orient, qui est une œuvre qui soutient en particulier les écoles chrétiennes dans tout le Proche-Orient, y compris, ça va jusqu'à l'Arménie, et y compris au Liban. Donc cette présence-là, elle est importante aussi du point de vue de la France, du point de vue de son rayonnement, du point de vue du rayonnement de sa langue. Donc nous sommes très attentifs à ce qui se passe au Liban. À partir de là, on garderait bien, je le répète, de donner des conseils. Je pense que vous évoquez dans votre question ce que j'y ressens, moi, en filigrane, c'est ce système confessionnel qui caractérise le Liban depuis très longtemps et qui fait que le pouvoir est réparti entre les trois grandes religions. Le président de la République est un chrétien maronite, le Premier ministre est un musulman sunnite et le président de l'Assemblée nationale est un musulman chiite. Est-ce que cet équilibre confessionnel ne parvient pas aujourd'hui, n'aboutit pas à paralyser le processus de décision au Liban? C'est une question que les Libanais se posent. Certains de mes amis libanais, y compris chrétiens maronites d'ailleurs, sont hostiles à ce système confessionnel, donc ils estiment qu'il est paralysant. Mais bon, là encore, je crois que c'est aux Libanais de décider. Et la seule chose que je souhaite, moi, c'est qu'ils se libèrent de l'emprise de leurs voisins, Israël d'un côté, l'Iran de l'autre, le Hezbollah à l'intérieur de leurs frontières. Il faut que le Liban retrouve sa pleine liberté de décision, parce que c'est un pays qui a quelque chose d'original à apporter dans cette région et qui est très précieux à son équilibre. Bonsoir Monsieur le Ministre, c'est Missaoui Aïcha, étudiante en première année en PhD, stratégie de défense et sécurité internationale. Ma question elle s'oppose en fait en analysant les dernières évolutions dans les relations entre l'Union européenne et les États-Unis.
Est-ce que vous voyez que ça donne une route en fait, ou que ça ouvre en fait une route de relation entre l'Union européenne et la Chine? Et ma deuxième question, il concerne l'accord de défense qui était signé entre l'Ukraine et le Danemark. Est-ce que ça nous donne un autre scénario qui prochainement on va voir l'Ukraine qui va attaquer les États-Unis pour défendre Groenland? Sur le deuxième point, je crois que la réponse peut être non. L'Ukraine a suffisamment à faire pour résister à ce qui est quand même quelque chose de profondément révoltant, c'est-à-dire la poursuite de l'agression russe sur l'Ukraine. Je reviens à M. Trump, vous allez me dire que je fais une fixation, mais enfin, il avait déclaré, vous vous souvenez, qu'il réglerait la question de la guerre en Ukraine en un jour. Ça va faire un an qu'il est au pouvoir, rien n'est réglé. Et en réalité, par ses atermoiements, ses volte-face divers et variés, il laisse Poutine continuer à déployer sa stratégie qui, elle, est très claire, qui est de déstabiliser le régime ukrainien, d'y substituer un régime à sa botte et de faire en sorte que le peuple ukrainien s'épuise du fait des conditions dans lesquelles il est maintenu aujourd'hui en plein hiver. Une grande partie de la population de Kiev n'arrive pas à se chauffer alors qu'il fait 10 ou 12 degrés dans la ville. Voilà. Même chose d'ailleurs, je reviens sur Trump, en Iran. Ça, moi j'ai été profondément choqué. Trump dit aux Iraniens, allez-y, manifestez, je vais venir vous aider. Et il suffit que l'Arabie Saoudite fronce le sourcil pour ne pas avoir d'intervention américaine dans la région, pour que M. Trump dise non, mais ça s'arrange. D'ailleurs, les autorités iraniennes ont renoncé à pendre 800 manifestants. Et donc ça s'améliore. Ils en ont tué plus de 3000, peut-être même 10 000. Et voilà comment Trump a géré cette affaire. Je pourrais multiplier les choses. Il laisse faire Netanyahou aussi, qui, après le pogrom insoutenable et inacceptable dont les Israéliens ont été victimes le 7 octobre, a quand même surréagi en massacrant une grande partie de la population gazaoui et en rédivisant la bande de Gaza à l'état de ruine. M. Trump laisse faire. Aujourd'hui, il crée un conseil de la paix. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je me suis laissé embarquer dans cette diatribe anti-Trump, mais je pense que ça vaut la peine quand même de remettre un peu les pendules à l'heure. Donc l'Ukraine n'est pas prête d'aller voler au secours du Danemark. Votre première question, c'était à la nouvelle relation avec la Chine. Oui, de façon générale d'ailleurs, je voudrais dire que il faut distinguer les relations que nous avons avec les dirigeants et avec les peuples. Bon. J'ai dit ce que je pensais de la volonté de Poutine de disloquer l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas à un moment ou à un autre, peut-être dans une ère post-Poutine, à redévelopper des relations avec le peuple russe, qui est un grand peuple, un de nos voisins avec lequel on a des choses à faire. Même chose avec le peuple américain, naturellement. On ne va pas indéfiniment se résigner à la politique de M. Trump. C'est pareil avec la Chine. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas de sympathie particulière pour ce régime qui prétend avoir sa conception des droits de l'homme. M. Xi Jinping dit que la constitution chinoise garantit les droits de l'homme. C'est la conception chinoise des droits de l'homme, c'est-à-dire priorité de la prospérité collective sur la liberté individuelle. Qui prouve que nos valeurs ont cessé d'être universelles, ou en tout cas consensuelles. Donc voilà, on ne peut pas ignorer la Chine, bien entendu. La seule chose que je dirais dans nos relations avec la Chine, c'est qu'il ne faut pas y aller les uns après les autres. C'est les Horaces et les Curiaces. Hein? Quand M. Xi Jinping reçoit M. Macron, il l'écoute gentiment. Quand il reçoit M. Merz, il l'écoute gentiment. Si nous y allons ensemble, l'Union européenne est un poids considérable. C'est la première zone commerciale du monde. 450 millions de consommateurs, c'est essentiel pour les marchés chinois, pour les entreprises chinoises. Donc nous pouvons avoir une relation de puissance à puissance avec la Chine, et c'est ça qu'il faut jouer sans agressivité, mais en défendant nos intérêts. Il faut aussi, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour l'Union européenne, que nous procédions, c'est en cours, hein, c'est plus tout à fait la même chose, mais à une révision de la politique commerciale de l'Union européenne. La libre concurrence pure et simple, ça n'a pas de sens avec un pays comme la Chine. Quand les conditions de production dans un pays sont ce qu'elles sont, et qu'elles ont des différences en matière de normes sanitaires, environnement, de droit du travail, etc., il n'y a pas de concurrence loyale. Et il faut donc rétablir l'équilibre avec des mesures que l'on connaît, tarifaires ou commerciales ou autres. Donc il faut sortir de la naïveté de la politique commerciale de l'Union européenne pour rétablir les équilibres nécessaires, de façon à se faire respecter là aussi par la Chine. Dans
le cadre de la conférence, nous prendrons encore 2 questions, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Donc, laissez-moi, je m'appelle Ali Boukila, je suis intervenant à SIE. Laissez-moi vous dire juste que c'est un véritable honneur de vous avoir ici. Étant algérien, je peux vous poser une question sur les relations France-Algérie. Comment voyez-vous les relations franco-algériennes actuelles et futures? Merci beaucoup. Vous avez raison de dire actuel et futur. Actuel, ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort. Le président Macron a essayé de faire des gestes qui ont été mal reçus. Bon, enfin, je ne rentre pas dans le détail des choses et nos relations aujourd'hui sont mauvaises. L'Algérie a mal vécu la façon dont la position de la France a évolué sur le Sahara occidental vis-à-vis du Maroc. Bon, le problème là aussi des migrations, des visas a donné lieu à des conflits. C'est très difficile d'apaiser ces relations aujourd'hui parce que de la part du pouvoir algérien, il y a une composante évidemment presque passionnelle à l'égard du gouvernement français. Et là encore, il faut bien établir la distinction entre les dirigeants et le peuple. J'ai beaucoup d'amis qui vont à l'Algérie et qui me disent que les Algériens accueillent les Français à bras ouverts. Ils sont extrêmement bienveillants et accueillants. En sens inverse, nous avons en France une diaspora algérienne considérable de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc on ne peut pas, évidemment, se résigner à une espèce de non-dialogue entre la France et l'Algérie. Il faudra retrouver, ça prendra un petit peu de temps, vraisemblablement, les voies d'une coopération beaucoup plus confiante entre ces deux bords de la Méditerranée. Comme nous avons intérêt aussi, d'élargir le débat, à rétablir un partenariat effectif avec l'Afrique. Nous avons un destin lié avec l'Afrique. Nous ne réglerons pas les problèmes migratoires simplement par des contrôles aux frontières ou par un mur dans la Méditerranée. Nous ne les réglerons que par un partenariat économique avec les économies algériennes qui ont des élites, qui sont prêtes à se développer, où il y a des entreprises de qualité. Et c'est ça qu'il faut essayer de jouer à l'avenir plutôt que la confrontation entre le Nord et le Sud. Parfait. Je crois que M. Amalvi avait une question. Oh bah vas-y Théo, commence. Pas de souci. Merci Monsieur le Ministre pour votre venue à cette conférence. Donc moi je m'appelle Théo Di Giacomo, je suis en première année à HEIP. Et j'avais une question qui concerne encore une fois Monsieur Trump. Dans quelle mesure les réseaux sociaux ont-ils transformé en profondeur la manière de faire de la politique et de la diplomatie, notamment lorsque des dirigeants comme Donald Trump n'hésitent pas à rendre public des échanges privés avec d'autres chefs d'État comme avec Emmanuel Macron? Je crois que la réciproque est vraie, non? Récemment. Que les réseaux sociaux aient tout changé, en politique comme ailleurs, c'est évident. Il y a quelques années, j'étais un des premiers hommes politiques à avoir à l'époque ce qu'on appelait un blog. Voilà. Quand j'étais au Canada en 2005, je bloguais beaucoup et j'avais des débats intéressants. Mais à l'époque, les blogs, c'était pas 15 caractères ou 10 caractères. On pouvait écrire. Après, j'ai tweeté beaucoup aussi dans mes campagnes électorales. Là, j'ai résilié tous mes comptes, Twitter, etc. Je suis jamais allé je vais vous faire une confidence qui est absolument scandaleuse, qui va me discréditer complètement dans votre esprit, mais je ne suis jamais allé sur TikTok. Je ne fréquente pas TikTok, donc je suis quelqu'un quand même un peu en dehors des circuits habituels. C'est vrai que ça a tout changé. Alors, est-ce qu'il faut s'en indigner? C'est vrai que moi, je me vois difficilement à la sortie d'un conseil des ministres aller rendre compte de ce que je viens de dire sur X, ça s'appelle X maintenant, c'est plus Twitter et ainsi de suite. Mais bon, il faut vivre avec. C'est profondément choquant. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'éviter que circulent sur ces réseaux sociaux des mensonges avérés. Et il va y avoir là un combat à mener contre l'anonymat peut-être, contre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour falsifier des choses. L'autre jour, j'étais dans une émission de télévision, j'étais assis là autour de la table et je vois tout de suite à l'écran mon visage et j'étais en train de raconter je ne sais trop quoi, une histoire que je n'avais jamais racontée. C'était moi, mais c'était une construction de l'IA. Il y a quelque chose qu'on ne pourra pas indéfiniment accepter devant ce type de manipulation. Donc il faudra remettre là aussi de la réglementation et des règles. Mais voilà, c'est aussi un moyen de communication formidable. Donc on ne pourra pas s'en dispenser.
Je vois que la droite est très pénalisée, là. Il y a plein de mains qui... Il y a plein... Ah oui, d'abord le centre. Cher Alain Juppé, vous terminez votre ouvrage par ce mot « espérance ». Et en voyant ce mot à la fin de votre livre, ça m'a rappelé votre campagne de 2017, veuillez m'excuser de revenir un petit peu en arrière, avec le concept d'identité heureuse. Vous reprendriez ce concept aujourd'hui? Comment pourriez-vous le réinterpréter éventuellement? Oui, j'avais lancé cette idée pendant ma campagne d'identité heureuse qui a été mal comprise. Ça voulait dire quoi? Identité, d'abord. C'est-à-dire que je disais aux Français auxquels je m'adressais qu'ils avaient tout lieu d'être fiers d'être ce qu'ils étaient. Comme ils le sont d'ailleurs. J'ai cité ce sondage tout à l'heure. Soyons fiers d'être Français parce que nous incarnons quelque chose, une histoire, une culture, un patrimoine, des valeurs, une certaine conception de la dignité de la personne humaine, un certain humanisme. C'est ça notre identité. Heureuse, pourquoi? Parce que je voyais mal quelqu'un qui prétendait exercer les fonctions de président de la République dire aux Français « Votez pour moi et vous serez malheureux ». Ce n'était pas un slogan quand même extrêmement porteur. Mon message était de dire « On va s'en sortir, il y a des moyens de résoudre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et nous pouvons envisager un avenir positif et qui sera heureux collectivement tous ensemble ». C'est ça que ça voulait dire, l'identité heureuse. Bon, aujourd'hui... Et là, vous anticipez sur ce qui aurait été ma conclusion définitive. Je termine mon livre par le mot « espérance », en effet. Parce que je vous mets en garde contre cette espèce de morosité ambiante, de déclinisme systématique qu'on entend matin, midi et soir, de la part des médias, mais aussi de la part d'un certain nombre d'experts, de chroniqueurs, voire d'universitaires. Tout fout le camp en France, tout va mal, le système hospitalier s'effondre, l'éducation nationale est à zéro, et ainsi de suite. Nous avons des difficultés, nous avons des défis majeurs à relever, mais tout n'est pas foutu, c'est pas vrai. Et nous avons des atouts tout à fait considérables si nous le voulons, si nous en avons la volonté. Et la volonté, c'est la confiance dans l'avenir, c'est l'espérance. C'est pourquoi à la fin de mon livre, je cite ce magnifique poème de Charles Péguy qui s'appelle « Le Porche de la deuxième vertu », où Péguy fait parler Dieu. Alors, je m'empresse de préciser que Dieu parle pour ceux qui croient que Dieu existe. Pour les autres, retenons cette hypothèse. Donc Dieu parle, il regarde les êtres humains et il s'apitoie sur leurs conditions parce qu'il les voit souffrir, subir toutes sortes de catastrophes individuelles ou collectives, et il les admire. Dieu admire les êtres humains, pas tellement la vertu de foi et de charité, mais la vertu d'espérance. Il dit voilà, ce qui me surprend chez les humains, c'est ça, cette petite fille, espérance, et il termine immortelle. Et j'exhorte mes auditoires à cultiver la vertu d'espérance. Un jour, c'était un chef religieux à qui je demandais des raisons d'espérer. Il me dit, il ne faut pas chercher de raisons d'espérer. L'espérance est un devoir. Vous devez espérer. On ne construit rien sans confiance et sans espérance. C'était mon message final, mais il y aura encore des questions, donc je le répéterai peut-être in fine. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Alors j'avais une question parce que vous nous avez parlé de défis colossaux pour l'Europe. Défis écologiques, numériques, de défense, de démocratie même. Vous nous avez parlé d'une Europe qui prend des décisions de manière trop lente, du fait de l'unanimité notamment, ou encore d'une Europe divisée diplomatiquement face aux grands de ce monde. Pour faire face à cette situation, la solution ne serait-elle pas une Europe pleinement fédérale? Et si ce n'est pas la solution, nous dire pourquoi. Merci. Tout simplement parce que nous n'aurons pas, j'allais dire, d'unanimité, ni même de majorité, pour évoluer vers une Europe fédérale, y compris en France. C'est un mot qui fait peur. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que dans l'organisation interne à la France, certains prônent le fédéralisme. Pour ne pas le citer, M. Borloo a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps, où dans le cadre de la décentralisation, lui pensait qu'on devait aller beaucoup plus loin à faire de la France un État fédéral. Donc là, le fédéralisme, c'est quelque chose de positif. Quand on parle du fédéralisme européen, oh là là, c'est affreux, les gaullistes montent au rideau, et je rappelle que je suis gaulliste. Voilà. Donc je ne m'engagerai pas dans cette bataille-là, parce qu'elle est très idéologique. Bon. Est-ce qu'on peut quand même améliorer les processus de décision au niveau européen? Il y a une question qui se pose, c'est la généralisation du vote à la majorité qualifiée.
encore aujourd'hui, enfin, il faut savoir quand même que la majorité des décisions se prennent à la majorité qualifiée. Pas à l'unanimité, à la majorité qualifiée. On le voit encore pour le traité de Mercosur, il faut réunir 55% des États membres représentant 65% de la population. Donc c'est une majorité qualifiée, ce n'est pas une unanimité. En revanche, tout ce qui concerne la défense, la fiscalité, hélas, c'est à l'unanimité. Est-ce qu'on peut aller un coup plus loin et essayer d'étendre le vote à la majorité qualifiée sur des questions comme celle de la fiscalité? Personnellement, je pense que ce serait un progrès dans l'organisation de l'Union européenne. Je ne suis pas sûr qu'on soit mûr aujourd'hui pour en décider à 27. Je pense qu'il est un peu vain de s'engager dans des débats un peu théologiques sur ce genre de questions et sur la réforme des traités. Nous allons quand même avoir une échéance qui va être là aussi cruciale pour l'Union européenne. Nous sommes 27. C'est la galère. Ça peut être d'accord à 27. On dit que ça prend 19 mois, mais ce n'est pas étonnant. On sonne à la porte on tape à la porte de l'Union européenne. L'Ukraine, mais tous les pays balkaniques. La Serbie, à qui nous avons promis de la faire entrer. Je crois qu'il y a une dizaine de pays candidats. Imaginons que nous soyons 37. C'est fini. Ça ne marche plus. Donc il va bien falloir à ce moment-là inventer quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir des géométries variables. Tout le monde ne fait pas tout en même temps. Tout le monde n'est pas intéressé par tous les sujets. Donc essayons de faciliter des coopérations renforcées, thème par thème, sur la défense, sur l'espace, sur la fiscalité, etc. Le grand défi étant de ne pas détricoter ce qui existe en multipliant ces coopérations spécifiques. Et ça va être un art un peu compliqué. Bon courage à tous ceux qui s'emploieront à faire fonctionner l'Europe. Moi, je suis profondément convaincu que nous n'avons pas d'avenir tout seuls. Nous n'avons d'avenir qu'ensemble, avec nos partenaires européens, avec lesquels nous partageons pas simplement une monnaie, mais aussi des valeurs. Simplement, je suis parfaitement conscient de toutes les embûches qu'il y a sur le chemin, de tous les obstacles à franchir, de toutes les difficultés qu'il faudra résoudre. Bon, c'est à vous, maintenant. Faites. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, juste ici. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je m'appelle Mado Bosque et je suis étudiante en 3e année à HEIP. Ma question elle concerne notre identité européenne que vous avez brièvement discuté tout à l'heure. Pensez-vous qu'il y a encore d'actualité arriver à une Europe de la défense ou faut-il revenir ou continuer dans nos actions interétatiques que nous connaissons aujourd'hui dans un contexte de tension autour du Groenland? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, parmi les signes positifs qui montrent que l'Europe est prête à se réveiller quand même et à jouer son rôle, il y a la prise de conscience que nous devons assurer nous-mêmes notre sécurité. Ce n'est pas tout à fait nouveau. 1900, je ne vais pas dire de bêtises sur les dates, 78, sommet de Saint-Malo entre Chirac et je crois que c'était Tony Blair. Pour la première fois, la Grande-Bretagne, qui était à l'intérieur de l'Union européenne, accepte l'idée d'un pilier européen de la défense au sein de l'Alliance. Voilà, cette idée qu'on ne peut pas se remettre exclusivement aux États-Unis pour assurer notre sécurité, elle chemine et aujourd'hui elle se concrétise par un effort très important d'augmentation des budgets militaires des grands pays que j'ai évoqués, Pologne, Allemagne, France et quelques autres. Ce qui pose deux problèmes. D'où vient l'argent? Est-ce qu'on a l'argent? C'est des centaines de milliards à investir. L'argent existe. Encore faut-il être capable de le mobiliser. Madame von der Leyen a proposé un plan Rearm Europe de 800 milliards d'euros. Il y en a 150 qui proviennent de la Banque européenne d'investissement. Le reste, c'est les budgets nationaux. Quand on voit l'état du budget de la France, on se dit qu'il va y avoir des efforts et des choix prioritaires à faire. Mais enfin, le mouvement, il est lancé. Deuxième question qui se pose, où va l'argent? Et c'est là que le bas blesse, parce qu'aujourd'hui, 65% des commandes d'armement des pays européens sont faites aux États-Unis. Donc notre argent va aux entreprises américaines. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'accord tarifaire qui a été négocié par Mme von der Leyen, nous nous sommes engagés à acheter des centaines de milliards d'équipements aux États-Unis. Ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'en matière de défense, on aille vers une préférence européenne, parce que nous avons les moyens de le faire. Le deuxième pays au monde exportateur d'armement, c'est la France. Loin derrière les États-Unis, mais avant la Russie.
On peut dire que moralement, l'argent serait mieux utilisé ailleurs, mais enfin bon, on voit bien aujourd'hui qu'il faut se défendre devant les menaces qui pèsent sur nous. Donc nous avons des entreprises comme Dassault en matière d'aviation, comme Nexter pour les blindés, Naval Group pour les sous-marins ou les bateaux, MBDA pour les missiles, Thales pour tout ce qui concerne l'électronique, et notamment l'électronique de défense. Donc nous avons la capacité de le faire. Il faut simplement que ces entreprises montent en puissance, et c'est en train de se produire puisque les commandes arrivent, et qu'elles soient capables de recruter les personnels nécessaires pour permettre ce développement. Donc voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui de l'Europe de la défense, c'est financer et acheter européen de façon à pouvoir nous doter. Est-ce qu'on ira un jour vers une armée européenne intégrée? Très curieusement, j'ai vu il y a quelque temps un sondage dans lequel une grande majorité de Français étaient pour. L'ambivalence des opinions françaises sur l'Europe. On l'aime et on l'aime pas. On l'aime et on se rend compte qu'on en a besoin. Donc on n'est pas prêt d'avoir une armée européenne avec des uniformes et des drapeaux communs. En revanche, ce qu'on peut avoir, c'est une base industrielle et technologique de défense commune. Il y a des choses qui se passent. Il y a un fonds européen de défense de 7 milliards d'euros, si je me souviens bien, qui commence à fonctionner. Et donc, il faut s'assurer que cet effort, il soit centré sur les entreprises européennes. C'est ça la priorité des prochains mois. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, vous avez compris, hein, espérance. Hein. Ne vous laissez pas miner le moral. C'est dur, il faut bosser. Mais bon, on va y arriver. Hein. Et puis, on a beaucoup de chance parce que la France, c'est quand même formidable. Hein.